Il est 10h30. Je vois que tout le monde s'est reconnecté dans l'intervalle. Je vous propose de commencer cette deuxième conférence de la matinée, de cette matinée qui est consacrée à un cycle agroalimentaire avec alors un intitulé de conférence, vous le voyez affiché à l'écran, Track and Connect by Danone, la blockchain pour consolider la traçabilité aval et la transparence d'une supply chain mondiale. Ce qui veut dire qu'on va à la fois parler d'enjeux vraiment au cœur des problématiques de l'agroalimentaire, l'enjeu de la traçabilité, et on aura justement cet éclairage du versant business. On va aussi parler technologie et notamment innovation, puisque le mot-clé blockchain apparaît, même si c'est une des briques du projet, mais je suis sûr que c'est aussi quelque chose qui intéresse et qui suscite la curiosité. Juste une petite précision, je sais que la présentation et les slides, même si la présentation était resserrée, elle est en anglais, mais pour autant, cette intervention va bien se faire en français. Je tiens à rassurer tout le monde, du moins pour ceux que ça rassure. Un dernier point, et je vais d'ailleurs passer à la présentation des différents intervenants. Là aussi, j'ai des titres en anglais. Alors, je vais peut-être essayer des versions un petit peu francisées. Bon, on va voir. Donc, nous avons Yasmine Acham, qui est Track and Connect Business Global Program Director, Specialized Nutrition. Donc, j'imagine sur le versant business, responsable de ce programme Track and Connect, et pour cette activité de Danone qui est nutrition spécialisée. Je crois que c'est, et j'ai vérifié que c'était sa version en français dans l'organigramme du groupe. Nous avons Olivier Doguet, qui est IT Operations and Quality Food Safety Director, donc qui est responsable IT sur la partie opération de Danone. Julien Laroche, Traceability IT Program Leader chez Danone, donc particulièrement à la manœuvre sur ce programme, à la manœuvre d'un point de vue IT sur ce programme traçabilité, et Joseph Hazard, qui est cofondateur et COO, donc directeur des opérations de Tilcal, qui a accompagné le voyage de Danone sur ces enjeux de traçabilité. Et d'ailleurs, on va commencer par là. Et je vais passer la parole à Yasmine, qu'elle nous parle notamment des enjeux business et pourquoi ce programme s'est mis en place, quels en sont un petit peu les fondamentaux et quelque part aussi les attentes de Danone vis-à-vis d'un tel programme. Bonjour à tous, merci Maxime. Alors, avant de commencer à parler des détails ou de comment est-ce que nous, on s'est engagé dans cette aventure de traçabilité chez Danone, je pense qu'il est important de positionner quelques éléments de contexte. Et dans la partie nutrition infantile, on opère dans un segment qui est extrêmement sensible, comme vous pouvez l'imaginer. Et la qualité de nos produits est évidemment au cœur de tout ce que nous faisons. Et je pense que tout le monde a déjà eu ou entendu parler dans la presse de scandales sanitaires. Et il y en a un en particulier qui a marqué les esprits. Il a touché la Chine en 2008, si vous vous souvenez bien. De la mélamine a été rajoutée à la poudre de lait et ça a causé des conséquences malheureusement assez graves. Et bien que cela commence à dater maintenant, ça reste présent dans tous les esprits. Et je pense que Danone, en tout cas, on s'est posé la question, on a deux questions qui sont importantes, mais c'est pas uniquement d'actualité pour Danone, c'est quelque chose que tous les industriels ont le devoir en fait de travailler ou de répondre à ces deux questions-là. La première, c'est comment faire en sorte de sécuriser nos packaging, comment faire en sorte que nos produits soient authentiques quand le consommateur les achète.
Et la deuxième question, c'est comment assurer une traçabilité de bout en bout de manière plus fine que ce qu'on sait faire aujourd'hui, non seulement à l'intérieur de notre network, mais aussi à l'extérieur, en comptant les distributeurs, les retailers, dans l'objectif de garantir la sécurité et de ne pas nuire à la santé de nos consommateurs et aussi de garder leur confiance. Donc, c'est d'un côté, on a ces éléments-là qu'il faut garder en tête. Et de l'autre côté, quand on parle du consommateur ou de la confiance du consommateur, nous sommes tous des consommateurs, on fait face à différentes choses. On a les gouvernements avec des législations qui sont différentes, pays par pays, industrie par industrie. En tout cas, dans notre secteur, il n'y a pas de loi claire sur le sujet, contrairement au secteur pharmaceutique où la loi impose d'identifier de manière unique les médicaments. Mais on commence à voir, on sait que les différents pays travaillent et par exemple en Russie, il y a 2 ans, il y a une directive qui a été mise par le ministère de l'Industrie qui demande à avoir un étiquetage plus strict sur les produits et d'en assurer la traçabilité en identifiant de manière unique chaque produit. Donc il y a ce contexte-là qui va évoluer dans les années à venir, c'est certain. Et de l'autre côté, on observe ces dernières années une digitalisation qui est de plus en plus forte. Hein. La preuve, aujourd'hui, on est ensemble, malheureusement, en mode digital. Et dans la conscience collective, tous les consommateurs, on est beaucoup plus exigeants. On a envie de savoir d'où est-ce que nos produits viennent, quels sont les ingrédients qui ont été utilisés. On a envie de savoir si les modes de production sont respectueux de la planète aussi. Il y a énormément de questions qu'on se pose et les industriels se doivent de répondre à ces questions-là. Donc, pour nous, l'aventure a commencé il y a 4 ans et on s'est engagé à identifier de manière unique ou à donner une identité ou un fingerprint digital à nos produits pour en assurer l'authenticité et puis par la suite la traçabilité. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à une petite vidéo. Avant de diffuser la vidéo, je voudrais peut-être juste expliquer le principe très très rapidement. On marque au laser chaque produit. À l'extérieur, il y a un code qui est imprimé. À l'intérieur, il y a un autre code qui est imprimé. Le code qui est à l'extérieur, il est scannable autant de fois qu'on veut et il donne des informations génériques sur le produit, telles que la date de production, la date d'expiration et d'autres choses, la traçabilité aussi. Et le code en interne, lui, n'est disponible que si on achète le produit, que si on ouvre le produit et permet de plus connecter avec le consommateur et offrir tout un panel de services. Ces deux codes, comme vous l'aurez compris, sont d'une part uniques, mais ils sont tous les deux connectés dans nos systèmes et c'est ce qui va nous permettre par la suite de gérer aussi l'aspect traçabilité comme on va voir un petit peu plus tard. On peut regarder la vidéo si vous voulez. Merci. On peut passer à la slide suivante. Donc, j'espère que ça vous a permis de comprendre de manière un peu plus tangible à quoi ça ressemble. D'ailleurs, si vous êtes au supermarché, n'hésitez pas
à vous arrêter 2 minutes et à faire votre propre expérience, en tout cas sur le QR code externe. Ça vous donnera une idée. Est-ce qu'on peut afficher le contenu de cette slide? C'est la suivante, Léonie. C'est la suivante encore, ouais. Merci. Donc, vous l'aurez compris, ces QR codes permettent de connecter avec le consommateur. Donc, d'un côté, on va offrir, premièrement et avant tout, la garantie que le produit que le consommateur a entre la main est un produit qui est authentique. C'est des questions qui sont importantes ou plus importantes dans certains pays que dans d'autres, où la fraude est un élément majeur, mais aussi de communiquer, d'être plus transparent sur la partie ingrédients, mode de production, qualité, nos processus, expliquer un peu plus ce qu'on fait, nous, en interne. Et évidemment, on a parlé de traçabilité, c'est le sujet d'aujourd'hui. On peut aussi offrir la route que le produit a prise de sa production jusqu'au shelf. On peut engager avec le consommateur et toutes ces informations-là, quelque part, on les récupère aussi en respectant bien évidemment tout ce qui est GDPR, et ça nous permettra de mieux servir le consommateur. Un élément qui est aussi extrêmement important, parce que quand on parle des stocks aujourd'hui, on sait ce qui se passe à l'intérieur de chez nous, en fait, dans nos dépôts. Mais au-delà, c'est plus compliqué d'avoir une vision très, très juste. Donc, cela nous permettra aussi d'avoir une vision des stocks beaucoup plus précise et d'améliorer tout ce qui est processus de forecasting. Et encore une fois, mieux servir le consommateur. Voilà. Olivier, je pense que Oui, je vais enlever tu peux mon expliquer mute. un peu Bonjour à plus en tous. détail avec la partie Tout à fait. traçabilité. Je te laisse la parole. Donc, merci Yasmine. Donc Yasmine vient nous expliquer quelle était l'ambition et l'engagement que Danone voulait avoir vis-à-vis de ses consommateurs. De mon côté, je vais partager ce qu'il a fallu mettre en place pour. Donc, traduit cette ambition en process. On peut dire que chaque produit qui est fabriqué en usine doit posséder un QR code unique qui est gravé et qui va permettre de suivre. C'est vraiment son identité numérique. Et ensuite, on doit savoir tout au long de notre supply chain où se situe chaque boîte de lait. Et pour ça, il va falloir qu'on enregistre tous les mouvements auxquels elle est soumise, que ce soit du transport, que ce soit de la recomposition de palettes, tout ça. Il va falloir qu'à chaque mouvement, on enregistre que chaque boîte de lait a bougé. Donc pour ça, la première étape de toute cette série, en fait, c'est ce qu'on appelle la sérialisation. C'est-à-dire qu'on a des outils qui génèrent des numéros de série. Ces numéros de série sont uniques. Et en fait, on vient assigner, on vient graver sur chaque boîte ce numéro de série. Et cette étape est faite sur chaque ligne de production et pour chaque produit. Ensuite, pour des raisons de simplification de mouvement et d'optimisation du nombre de scans dans le réseau, on a mis en place de l'agrégation. C'est-à-dire qu'on va enregistrer la liste des numéros de série qui sont contenus dans chaque caisse. On pose chaque palette. Et avec ce système, dès qu'on expédie une palette ou un carton via un scan, dès qu'on bouge, d'un point de vue système, toutes les boîtes de lait à ce moment-là, de ce carton ou de cette palette, bougent en même temps. C'est pour ça que l'agrégation permet vraiment de simplifier les mouvements de tout ça. Et enfin, pour gérer le grand nombre de distributeurs en Chine, notamment, et pour pouvoir déployer rapidement des solutions, on a mis en place une technologie blockchain. On a utilisé une techno et un partenaire pour ça, avec une web app pour que ces distributeurs puissent nous envoyer des données et qu'on puisse récupérer facilement tous les mouvements et les recombinaisons de palettes qui ont été faits par les distributeurs. À la fin, toutes ces informations, évidemment, peuvent être partagées via des applications digitales avec nos consommateurs. Si on change de slide, s'il te plaît, Léonie. Merci. Donc, comme on vient de le voir, tout ça, c'est un projet très ambitieux. C'est un projet qui a été mûri et réfléchi pendant longtemps. L'ambition, elle est aussi qu'il fallait être capable d'avoir le même niveau d'information et de suivi que l'on soit sur un site Danone ou chez un partenaire logistique. Et on sait que
On a beaucoup de partenaires logistiques dans tout ce transport, puisqu'on a des distributions qui sont mondiales. Donc, vous imaginez bien que le réseau est assez large. Pour répondre à cette ambition qui est très importante, on a créé au début du projet une équipe business et IT commune qui ont travaillé main dans la main sur cet objectif et qui ont avancé pour délivrer étape par étape tous les éléments constitutifs de cette chaîne de valeur. Par rapport à comment est-ce qu'on a prévu au départ de déployer, de lancer, il y avait plusieurs approches. Il y avait une approche Big Bang où on déployait tout en même temps. C'est pas celle qu'on a choisie. On a plutôt choisi de faire des mises en production successives, étape par étape, à chaque fois faire du test and learn pour vraiment tester, mettre à l'épreuve le système, apprendre, optimiser les process et les outils, ce qui nous a permis derrière de ne pas impacter toute la chaîne, mais vraiment d'en tirer de la valeur. Et à chaque fois qu'on avançait d'une étape, on était plus fort que précédemment. Et avec tout ça, je dirais que ce qui a évidemment l'agilité et la créativité que cette équipe globale commune a eu pour faire face à toutes les difficultés qui se sont présentées. Que tout ça s'est pas fait d'un coup, sans aller-retour, sans réétude, sans correction. Et il a vraiment fallu ensemble trouver des solutions robustes, des solutions qui soient pérennes dans le temps. Donc c'est un travail de co-construction. Et ça, c'était vraiment clé. Une seule équipe business IT qui parle ensemble, qui a les mêmes objectifs, qui fait face ensemble aux mêmes défis. Et bien sûr, avec des partenaires extérieurs dont on a eu besoin pour nous aider là-dessus. Et Tilcal a été un de ces partenaires qui nous ont beaucoup aidés. Et vraiment, tous ensemble, c'est ce qui fait de ce projet-là et ce qu'on a maintenant, ce qui roule. Merci Olivier. Peut-être que justement, c'est le moment. Je te laisse la parole. Voilà, c'est peut-être le moment de passer la parole sur un versant vraiment plus directement IT et j'entends à Julien qui a particulièrement été a particulièrement travaillé sur ce volet IT. C'est vrai que pour le coup, moi qui garde un œil sur les questions, le volet IT en suscite beaucoup. Par où le prendre? Pourquoi avoir choisi de miser la blockchain? D'ailleurs, est-ce que d'autres possibilités ont été envisagées? Et on viendra aussi au choix que vous avez fait de Tilcal. Mais Julien, je vous propose déjà d'avancer dans la réponse à ces différentes questions. Ok, merci Maxime. Bonjour à tous. D'abord, je vais vous proposer d'identifier un peu les challenges qui ont été les nôtres lorsqu'on a démarré dans cette initiative. Donc, à la lecture de l'ambition et vue de la fenêtre IT, on a identifié deux catégories de challenges. Ceux qui sont apportés par l'ambition importante du business, et notamment accompagner la gestion de la dualité des besoins marketing, c'est-à-dire l'expérience consommateur, et puis l'ensemble des considérations transactionnelles, opérations, qui sont liées à la mise en place de la traçabilité dans les usines, mais aussi dans le réseau supply chain. Et un des challenges, c'était effectivement aussi de considérer l'IT comme un trait d'union pour réconcilier ces objectifs. Ensuite, il y a effectivement un scope en Chine, compte tenu de l'ambition, on l'a pas encore évoqué, mais la volonté est de connecter 120 entrepôts de nos distributeurs en Chine. Donc, je vous laisse imaginer la complexité que ça peut engendrer d'un point de vue technique, tout en ayant en tête une notion de rapidité, puisque l'ambition métier est de pouvoir délivrer rapidement cette ambition de traçabilité. Donc ça, c'est déjà la lecture vue de l'IT, des challenges que l'on voit portés par le business. Ensuite, d'un point de vue plus lié à la techno, il y a évidemment les solutions techniques à considérer, mais aussi notre capacité à nous organiser pour les mettre en place. Si je zoome un peu sur la partie solution, on l'a dit, on est parti de la sérialisation dans le cadre d'un programme d'authenticité, mais cette solution, elle est aujourd'hui live. On a ces fondations sur lesquelles on doit capitaliser et néanmoins construire l'ambition de traçabilité basée sur cette sérialisation. Donc, ne pas évidemment détruire ce qu'on a mis en place et surtout continuer en capitalisant de construire une solution qui soit standard, qui soit durable et évidemment évolutive.
Et puis ensuite rentre dans les challenges, ceux qu'on a identifiés au départ, la particularité de la Chine. On l'a dit, hein, cette notion d'ambition de traçabilité, c'est pour la Chine. On a un écosystème en Chine qui est évidemment très particulier à plusieurs titres. Ça peut être la langue, ça peut être l'hétérogénéité des systèmes d'information qu'on rencontre sur place, quand il en existe. C'est évidemment ce que l'on imagine avec les problématiques de performance pour nos consommateurs ou de disponibilité des systèmes, avec en ligne de fond le fameux firewall, le fameux firewall chinois. Et puis, il y a le volet organisation qui est comment nous, d'un point de vue IT, se mettre en place dans une coordination qui est cross-pays, hein, notamment avec ce qu'on met en place d'un point de vue système dans les pays qui sont en charge des usines, et donc les fameux mécanismes de sérialisation, d'agrégation qu'on a évoqués, et puis tout ce qui nous permet d'accompagner localement dans les pays qui accompagnent les marchés pour les interactions avec les distributeurs ou les interactions avec les consommateurs. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, si on se remet dans le contexte de l'époque, on est en 2018. À l'IT, on a à cette époque-là la volonté de comprendre ce qu'est la blockchain dans une démarche qui est purement innovation technologique et d'ailleurs indépendante du programme de traçabilité. Et puis, vient se greffer effectivement cette initiative de traçabilité avec la nécessité d'avancer rapidement sur un scope qu'on a évoqué qui est très vaste. Et donc, assez vite, on s'est dit, on a une opportunité pour combiner ces deux éléments. Volonté de creuser et de tester quelle est la valeur ajoutée que la blockchain peut nous apporter dans cette initiative de traçabilité, et toujours effectivement basée sur la sérialisation qui est existante, mais aussi les concepts d'agrégation à construire. Et donc, en avançant dans cette réflexion, et notamment sur le design autour de cette traçabilité des produits finis, on s'est dit, il nous faut de la connaissance, il nous faut de l'expertise pour nous accompagner. Par nous-mêmes, on va être capable de pouvoir correctement avancer. On a une certitude sur le fait que les solutions techniques dont on disposait n'étaient pas forcément les bonnes pour pouvoir avancer avec nos distributeurs, et notamment d'avancer rapidement. 120 entrepôts à connecter très rapidement, c'est impensable. Et puis, on a ce pressentiment que la blockchain va pouvoir nous aider significativement grâce à ce concept de base de données sécurisée, base de données distribuée. Et comme l'a évoqué Olivier, assez vite, on s'est dit, il nous faut des partenaires, il nous faut collaborer et obtenir cette expertise de l'extérieur. Donc, c'est là où on a eu l'occasion de croiser le chemin de Tilcal, notamment grâce à Richard Cateloin. Richard, si tu nous entends, on te salue. Et ce qui nous a permis de pouvoir comprendre quelle était la valeur que Tilcal pouvait nous apporter. D'abord, de l'expertise, avec une approche qui, selon nous, fait sens, c'est-à-dire de la traçabilité avec de la blockchain, et non pas une solution de blockchain qui permet entre autres, de traiter de la traçabilité. Une petite nuance, une petite subtilité, mais qui fait du sens pour nous. Évidemment, une solution qui effectivement, quand on a démarré, était prête, une solution simple et flexible. Et puis, un mindset, on a évoqué un peu les enjeux mindset, mais un mindset qui était similaire, du pragmatisme, de la co-construction, de l'agilité, on avait évoqué comme étant un point clé, et ce qui nous a permis en fait de nous inscrire dans une démarche progressive et ensemble, du fameux test and learn, et d'un proof of concept qu'on a mis en place en 2018. On a mis en place un MVP, un Minimum Viable Product, en 2019, et finalement une solution qu'on a industrialisée cette année en 2020. Alors, j'imagine que ça va être maintenant aussi à Tilcal d'expliquer ce qu'ils font. C'est vrai que je me permets quand même juste je me permets juste de mentionner une des questions. C'est vrai qu'il n'a pas échappé quand même aux participants que la blockchain, la traçabilité, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Certains des programmes chez des distributeurs. Il y en a un qui mentionnait le programme mené par Carrefour et IBM. Je sais aussi que Tilcal a travaillé sur d'autres projets liés à
traçabilité avec d'autres marques ou avec d'autres distributeurs. Donc voilà, je voulais juste glisser cet élément avant de passer la parole à Joseph et qui pourra aussi peut-être en dire, souligner du coup ce qui fait peut-être la particularité du programme et des demandes qui étaient celles de Danone. D'accord, oui, merci. Effectivement, j'ai vu les questions également et ce sujet de pourquoi la blockchain, on va y revenir et on peut poser le décor là-dessus. On voit bien dans tout ce qui a été dit précédemment, notamment par Yasmine dans l'introduction, on est à un moment où les chaînes d'approvisionnement sont sous forte pression. Il y a une pression des consommateurs sur la transparence, il y a une pression opérationnelle. Les derniers mois l'ont démontré. Il y a ce sujet de la contrefaçon qui est en explosion sur pas mal de domaines. Il y a le régulateur. Et en fait, beaucoup d'entreprises, la majorité des entreprises aujourd'hui cherchent à construire, compléter, affiner leur vision 360 de ce qui se passe dans cette chaîne d'approvisionnement qui est finalement le poumon de l'entreprise. Et la difficulté, c'est qu'il y a des données dont elles ont besoin pour construire cette vision qu'elles ont, et ça, c'est le rôle des ERP qu'elles ont mis en place, mais elles ont besoin aussi de beaucoup de données qui ne sont pas chez elles. Et là, il y a besoin de quelque chose d'autre pour aller chercher ces informations et finalement compléter cette vue. Et c'est vraiment ça qui est l'objet de la solution Tilcal. Ce qu'on produit et ce qu'on propose, c'est une solution logicielle qui est vraiment bout en bout, qui est en réel et qui permet à un industriel, à une marque, à un acteur comme Danone, d'aller se connecter avec ses fournisseurs, ses partenaires, pour aller partager, capter de l'information et construire cette vision. La manière dont ça fonctionne, il y a en gros 3 grands blocs dans ce qu'on propose. Un bloc qui est représenté sur le schéma sur la partie gauche, qui est en lien en fait avec la capture de l'information. L'idée là, une supply chain, c'est un environnement qui est décentralisé, qui est multi-acteur, et il faut qu'on ait en fait des capacités à capter de l'information de manière décentralisée, multi-acteur. Et c'est dans cette partie-là qu'on embarque cette fameuse technologie blockchain. L'idée, c'est de pouvoir interagir avec des réseaux de type blockchain facilement pour capter de l'information et la partager à partir de sources diverses, soit de manière automatique quand on a des ERP via des API, soit de manière plus manuelle via des formulaires web, des applications mobiles qu'on déploie, des bons vieux imports de fichiers Excel ou CSV, être capable de fournir de l'information. Quand elle est standardisée, j'ai vu qu'il y avait des questions autour de GS1 ou PCIS, bien évidemment, on supporte ça. Quand elle est standardisée, on le prend, parfait. On capte l'information grâce à ce bloc-là. Il y a un second bloc qui est le bloc central, qui est la partie qu'on appelle TPS, Tilcal Platform Services, qui est en fait le cerveau. Sur la base de tout ce qu'on capte, en fait, l'idée, c'est de traduire ça dans un langage commun. Alors, il se trouve qu'on s'appuie également sur EPCIS. Donc, quand ça arrive en EPCIS, c'est très facile. Quand c'est d'autres formats, on fait la transformation. Pour avoir en fait une vue qui est homogène entre ces données et qui finalement, par rapport à ce qu'on a capté, permet de reconstituer le cycle de vie de ce qui se passe dans la chaîne. Et une fois qu'on a cette vue, on vient faire du calcul statistique, des analyses, des alertes, des algorithmes d'apprentissage, ce dont on a besoin pour traiter différents use cases. Et le dernier bloc qui est complètement à droite, c'est la manière dont on vient exploiter ces données. Donc, on capture, on interprète, on traite et on exploite avec 2 volets. Un volet qui est à destination de l'industriel, qui est ce qu'on appelle la tour de contrôle. Donc là, c'est vraiment visualiser et interagir en fait avec l'ensemble des informations qu'on aura calculées. Et puis un volet qui est destiné plus dans un contexte B2C à des consommateurs, où typiquement, là, l'idée, c'est d'aller donner de la traçabilité, de la transparence sur les produits aux consommateurs pour passer finalement d'un marketing de la promesse à un marketing de la preuve, si je peux le dire ainsi. Ce qu'on a fait dans le cas des travaux qu'on a menés avec Danone, c'est activer la partie qui est à gauche, bien évidemment, de capture de données. Donc, tous les fondamentaux qui ont été posés dans le projet sur la sérialisation, sur l'agrégation, sont une base qui rend cette partie encore plus solide. Et on vient en fait la rendre dynamique et aller capter tous les mouvements qu'Olivier évoquait tout à l'heure. Grâce à ça, on a fait le choix d'avoir 2 schémas. Un schéma qui est pour des acteurs qui participent à ce réseau blockchain, donc avec des parties en France, des parties en Chine, qui interagissent de manière automatique avec le réseau via des API à partir de leur ERP. Et on a fait le choix d'un deuxième schéma qui est pour des acteurs qui sont moins équipés, de passer par des API mobiles qui permettent facilement de fournir de l'information à ce fameux réseau. Donc, une partie captation qui a été déployée. Bien évidemment, toute la partie interprétation est en place. Et sur la partie exploitation, on a mis en place la tour de contrôle, donc qui permet de voir où sont les différents éléments, les unités, les palettes, les cartons en temps réel, les stocks qu'évoquait Yasmine en introduction, on a une vue temps réel. On a également des stocks âgés, puisqu'on sait quelles unités sont à quel endroit.
En tout cas, on a la capacité à déduire ces informations en fonction de tout ce qu'on capte. En revanche, ce qu'on n'a pas mis en place, c'est la partie application consommateur. Là, il y a une application développée par Danone qui était préexistante et qui était en lien avec le projet sur les QR codes qui était à la source de tout cela. Donc, quand vous scannez un QR code Danone, vous arrivez via cette app Danone sur un site mobile Danone qui vient chercher de l'information d'authentification, mais aussi avec lequel on s'est intégré pour fournir la partie de traçabilité qui est hors de Danone. Donc, vous voyez là un peu la suite qu'on peut déployer, un peu bout en bout, et puis finalement modulable en fonction des besoins et des cas d'usage. Donc maintenant, on se pose la question de, dans cette solution, on embarque de la blockchain, et pourquoi on est venu mettre de la blockchain? Alors, Julien a dit tout à l'heure, on part de la traçabilité pour arriver à la blockchain et pas l'inverse. Nous, on souscrit totalement à cette idée-là, et c'est vraiment un principe qui est ancré dans ce qu'on a construit. L'objectif de Tilcal, c'est pas de faire de la blockchain. L'objectif de Tilcal, c'est de fournir des outils qui permettent d'organiser la traçabilité et la transparence dans des contextes multi-acteurs. Et il se trouve que pour faire ça, dans un environnement multi-acteurs, en fait, centraliser de la capture de données, ça pose plein de problèmes. Et la raison, il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles on utilise la blockchain aujourd'hui. La première, et parfois ça peut surprendre, c'est en fait une raison de déployabilité. C'est-à-dire que si j'ai pas de technologie de capture de données, de base de données décentralisée telle que la blockchain, en fait, et que je centralise tout, je vais me créer un problème de déploiement important puisque je vais centraliser la complexité, je vais centraliser l'effort, je vais potentiellement augmenter les coûts et les risques, et je vais me retrouver dans une situation où finalement la résilience de tout ça est quand même assez fragile. Et potentiellement, indirectement, je vais peut-être créer de l'interdépendance entre les systèmes d'information les uns et les autres. Ce qui est pas possible dans ce type de contexte. Ce qu'amène la blockchain, c'est de prendre ce problème de déploiement, de le découper en plein de petits morceaux, finalement, avec tous les acteurs qui participent, qui sont chacun d'entre eux très facilement gérables. Donc, chaque acteur va gérer son déploiement chez lui. Donc, il faut imaginer, c'est comme si j'avais une prise qui me permettait de me connecter à un réseau. Donc, j'ai cette prise chez moi, je me connecte, j'interagis avec pour mettre de l'info quand je veux, et je peux prendre de l'info quand je veux. Donc, finalement, on résout le problème de déploiement de cette manière-là, on casse la charge, on parallélise le déploiement et on fait en sorte que finalement, il n'y a pas d'interdépendance et chacun finalement reste autonome chez lui et dans ses systèmes. Concrètement, en fait, ça rend ce type de projet faisable. Et c'est la première raison pour laquelle on utilise cette technologie. La deuxième raison pour laquelle on utilise cette technologie, et pour nous, elles sont finalement indissociables, ces deux raisons-là, c'est l'auditabilité qu'offrent les technologies de blockchain. Et ça, on est sur des choses que vous avez peut-être déjà entendues. En fait, par vertu du fonctionnement de cette technologie, quand un acteur met de l'information dans le système, on est capable à tout moment de dire qui a fourni quoi, de remonter la piste d'audit et de s'assurer que l'information qui a été fournie n'a pas été altérée. Alors ça, c'est très important parce que ça permet à chacun d'être en contrôle de ses données, accessoirement de choisir avec qui il veut partager ça, mais ça permet également de responsabiliser. Donc, chacun parle de ce qu'il fait dans la chaîne sur la base de ce qu'il lui dit, ce qu'il fait. Et ça permet en fait de créer une base commune où chacun est responsable de sa partie. Et c'est sur cette base-là qu'on peut venir avoir en fait de l'interprétation crédible sur les données, de l'analyse de problèmes crédibles sur les données, et quand il y a un souci, de savoir de manière ciblée où le souci se trouve, au plus près du moment où ce souci se déroule, hein, on est en temps réel ou quasi temps réel, et agir dessus. Et accessoirement, quand il y a un problème qui nécessite d'établir une chaîne de responsabilité, là c'est très très simple et instantané de le faire. Donc c'est pour cet ensemble de raisons en fait, qu'on met en place ces technologies blockchain dans ce contexte de construction de traçabilité et de transparence. Alors, j'ai vu quelques questions sur les différences avec d'autres initiatives. J'ai vu Carrefour, j'ai vu IBM. Bon, après, chacun se fait son opinion. Nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est vraiment une solution métier qui est intégrée bout en bout, avec tous les éléments dont vous avez besoin, de la captation à l'interprétation, à l'analyse et finalement au partage avec vos clients et des consommateurs quand c'est dans des contextes B2C. Donc, c'est très intégré, c'est très clé en main de ce point de vue-là. Et après, sur la manière dont on utilise la blockchain, c'est un petit peu différent d'autres initiatives. Quand on regarde de loin, tout le monde dit que c'est de la blockchain. Oui, ça se ressemble. Ce qui donne ses propriétés à la blockchain, et si je reviens aux deux raisons pour lesquelles on l'utilise, la déployabilité et l'auditabilité, c'est son aspect décentralisé. Quand vous avez des acteurs qui utilisent la technologie blockchain, dont en fait tout le réseau est dans leur cloud ou sous leur contrôle, oui, c'est de la technologie blockchain, mais pour nous, on perd totalement tous les avantages et les intérêts de cette technologie.
à ce titre-là, vaut mieux faire une base centralisée et on retombe dans les difficultés que j'évoquais tout à l'heure. Donc, après, c'est des questions de positionnement. Ce n'est qu'une technologie, ce n'est pas une solution métier. Nous, on l'utilise dans ce contexte-là pour les raisons que j'ai évoquées. Et je pense qu'à l'échelle, sur des sujets en production aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est plutôt dans la bonne direction. Ben, justement, alors merci de cet éclairage technique et qui répond quelque part en creux aussi à des questions qui tournaient autour de la mobilisation des acteurs de cette chaîne et là, en l'occurrence, d'une chaîne avec des enjeux de distribution qui sont particulièrement sur le marché chinois. Et justement, du côté de Danone, vous avez eu un ressenti de ce programme. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs peut-être une demande sur le marché chinois? Il y a eu des scandales autour de produits de lait infantile qui fait qu'il y avait peut-être une demande, peut-être même un cadre réglementaire qui se mettait en place, mais justement dans la façon dont on mobilise ce réseau de distribution sur lequel on a la main, mais avec par capillarité, en tout cas pour couvrir un territoire tel que la Chine, on a aussi des volets de distribution sur lesquels on n'a pas forcément la main. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet? Je dirais que sur le sujet, bon, la Chine, c'est un territoire qui est un peu particulier, hein. Évidemment, ensuite, nos filiales en Chine ont forcément des interactions qui sont très fortes avec leurs distributeurs et d'une certaine manière imposent la volonté de mettre en place ce programme de traçabilité. Après, si je reviens un petit peu sur les enseignements globaux que l'on a du programme, pour pouvoir avancer dans une telle initiative, il faut évidemment un sponsoring super fort dans l'entreprise pour permettre de lancer une telle initiative. L'idée, c'est d'aligner effectivement toutes les planètes au sein des différentes directions. Et il y a forcément les directions locales en Chine qui interagissent avec les distributeurs pour les mobiliser. Je pense qu'il y a d'ailleurs localement des incentives pour pouvoir les faire monter à bord de cette initiative. Après, si je reviens un petit peu effectivement sur les enseignements, il faut il fallait focuser directement sur les objectifs initiaux. Beaucoup de risques de se disperser. Ça peut être des innovations technologiques qui arrivent et qui pourraient effectivement challenger un petit peu les choix initiaux. Ça peut être ce que font les compétiteurs et forcément, on est obligé de regarder ce qui se passe par ailleurs, etc., etc. Ça peut être un certain nombre d'éléments qui effectivement pourraient mettre à risque la dynamique. Un point important, c'est de rester super agile parce qu'effectivement, on a plein d'éléments qui arrivent tous les jours, toutes les semaines, et qui nous nécessitent effectivement d'ajuster les directions qui ont été considérées. Ça peut être des contextes réglementaires, ça peut être plein d'éléments qui sont d'ailleurs inconnus, hein, et on a fait face. Et puis un point qui est hyper important, et Maxime, vous l'avez souligné, c'est la collaboration. Ça peut être effectivement avec nos partenaires, qu'ils soient techniques, qu'ils soient au niveau locaux, notamment sur la supply chain. Mais évidemment, c'est la collaboration aussi en interne entre les équipes, que ce soit marketing et opération, que ce soit entre les pays, parce qu'on a plein de pays différents, effectivement, et évidemment entre le business et l'IT, ou nous-mêmes avec nos propres partenaires techniques. Un point important, c'est les équipes qui sont dédiées. Si on n'a pas d'équipe dédiée, alors forcément, on risque d'avoir une dépriorisation dans une ou dans une autre équipe, et donc de ralentir la dynamique globale. En tout cas, il y a un maître mot, c'est être super résilient, super déterminé, parce que effectivement, on vit beaucoup de potentiels freins qui sont des événements particuliers, des alignements qui sont difficiles à avoir, ou qui sont simplement des considérations qu'on n'avait même pas imaginées et qu'on découvre, et qui apportent des conséquences non négligeables dans la conduite d'un tel programme. Évidemment, il y a un volet technologique. Aujourd'hui, on est capable de dire que la blockchain nous permet, grâce à la solution TICAL, de pouvoir garantir, contrôler l'information qui est fournie par le réseau de nos partenaires, de pouvoir le déployer rapidement. Joseph, tu l'as mentionné, mais c'est un point qui est clé par rapport aux enjeux qu'on a imaginés, les challenges de départ, hein, c'est de pouvoir déployer très rapidement. Sans ça, on aurait sinon mis des années à déployer la connectivité avec nos partenaires locaux.
et puis de pouvoir minimiser les impacts que l'on a sur les cartes applicatives et les landscapes applicatifs de nos partenaires et nous-mêmes. Après, si je zoome un peu plus sur Tilcal, un point qu'on n'a pas mentionné jusque-là, au-delà de la collaboration, de l'expérience, du pragmatisme, etc., c'est la proximité. Aujourd'hui, on est sur un pilotage d'un programme qui est international, qui est principalement en Europe. D'un point de vue IT, avec la Chine, pilotage depuis la France. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir Tilcal près de nous, français, pour pouvoir nous accompagner dans l'agilité qui est réclamée par ce type d'initiative. Après, si je finis juste sur la solution, elle est flexible et puis surtout, elle nous permet, et j'ai vu qu'il y avait des questions sur le sujet, de nous inscrire dans les standards GS1 qui sont pour nous, quoi qu'il arrive, un prérequis pour pouvoir avancer dans la standardisation de la solution qu'on propose. Je crois, Maxime, qu'il y avait une question sur la mobilisation aussi des partenaires dans la logique. Oui. Et peut-être que je peux apporter un éclairage là-dessus, à la fois dans ce qu'on a fait avec Danone et dans ce qu'on fait avec d'autres acteurs. Alors, en fait, c'est un point qui est clé, bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'ils participent à cette initiative? Pourquoi ils donneraient de l'information? Et en fait, il y a des discussions à avoir avec eux sur la réassurance même de ce qui va être fait avec l'information. Et d'ailleurs, le volet technologique sur blockchain que j'évoquais tout à l'heure, sur la réelle décentralisation du réseau où chacun participe et finalement est partie prenante, c'est un élément de réassurance. Et ça, on l'a vu. C'est-à-dire des acteurs qui disent, voilà, si moi, je n'ai pas vraiment le contrôle, en fait, ça ne m'incite pas à rentrer là-dedans. Mais au-delà de ça, dans la dynamique, ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est aller chercher quelques acteurs dans la chaîne avec qui on va travailler sur un pilote. On appelle ça un pilote, on appelle ça un MVP dans le cadre de ce qu'on a fait avec Danone, mais qui permet à échelle réelle, sur des données réelles avec quelques partenaires, de mettre en place quelque chose rapidement. Et l'idée de ça, c'est de toucher les vraies difficultés, d'embarquer des partenaires qui vont tout de suite voir ce que ça veut dire pour eux de rentrer dans ce type de projet, mais non seulement d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue valeur, parce que si la filière fonctionne mieux, elle est plus transparente, en fait, il y a de la valeur pour tout le monde. Pour tous les acteurs, oui. En fait, on peut aller chercher les autres. Ceux qu'on a embarqués dans ce premier MVP, dans ce premier pilote, deviennent un peu les ambassadeurs. Et ça permet d'embarquer les suivants et d'embarquer les plus petits et de se lancer dans une trajectoire de traçabilité. Et je pense que cette approche-là, elle est vraiment fondamentale. Et ça rejoint un peu ce que Julien et Olivier disent souvent, le better done than perfect. Il faut démarrer, en fait. Il faut lancer la machine. C'est des projets qui, si on attend que tout soit parfait, que tout le monde soit motivé, qu'il y ait tous les standards, qu'il y ait toute l'automatisation, en fait, on ne démarre jamais. Juste une question, est-ce que ça recoupe justement cette interrogation? Et là, je fais référence à une question qui a été posée, avec la granularité de l'information qu'on va remonter. Est-ce qu'il y a des choix à faire? Parce que on peut capter des mouvements, et notamment s'il y a une identification au produit, on peut capter vraiment une multitude de mouvements potentiels. Est-ce qu'il y a des choix à faire en se disant, voilà, ce qui est pertinent compte tenu de nos objectifs, ce qui est pertinent aussi compte tenu des modes de capture, ce qui sera disponible dans le RP du partenaire. Est-ce qu'il y aura une saisie à faire? Est-ce qu'il y a eu ce questionnement autour de la granularité d'information? En fait, si je prends la question, en fait, si on se rappelle de l'historique, on est parti de la sérialisation. Donc, on avait ces fondations qui étaient sérialisation au niveau du produit. Et donc, on avait cette capacité déjà de pouvoir avoir cette granularité. Et ensuite, on s'est dit, OK, puisque c'est bien ça qui nous permet d'interagir avec nos consommateurs et c'est pour le bénéfice de nos consommateurs qu'on veut donner de l'information sur la traçabilité, comment essayer de récupérer les informations de traçabilité et les exprimer au niveau de ce produit-là. Et donc, c'est pour ça que de la sérialisation, on est passé à l'agrégation. Mon produit appartient à mon carton qui est dorénavant sérialisé, qui appartient à ma palette qui a déjà un numéro d'identification unique. Et tout au long de la supply chain, l'idée, c'est effectivement de collecter les événements qui se passent soit au niveau de la palette, soit au niveau du carton, soit même au niveau de la consumer unit, de manière à ce que systématiquement, grâce à cette hiérarchie et cette structure qui existe, de pouvoir correctement exprimer au niveau du produit ce qui s'est passé. Et d'avoir un héritage globalement de quoi qu'il arrive, des actions qui ont pu des événements logistiques qui ont pu se passer soit à la palette, soit au carton, soit même au produit. Et cette notion de sérialisation, le choix structurant qui a été fait en amont pour des mécanismes plutôt de lecture sur le produit et donner de la réassurance aux consommateurs sur ce produit, a fait qu'on a pu avancer dans une démarche de traçabilité à un niveau qui est très fin.
Ok. Alors, il nous reste vraiment peu de temps. Moi, il y avait deux points. D'une part, voilà, c'est une partie du voyage a été faite. Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que c'est aussi un programme qui peut concerner d'autres gammes de produits chez Danone qui n'auront pas forcément les mêmes enjeux? Et se pose aussi la question du coût. Est-ce que ça a un coût qu'on peut d'ailleurs ramener unitairement au produit? Donc clairement, d'un point de vue perspective, on peut continuer et on va continuer à déployer ça en fonction des besoins sur des nouveaux produits. À partir du moment où on a l'architecture et la plateforme qui est en place, le déploiement est forcément plus simple parce que il reste plus qu'à sérialiser entre guillemets, même si c'est déjà une étape. Mais globalement, on a tout ce qu'il faut pour retrouver l'information. Après, dans le cadre de l'engagement de Danone sur la santé et sur la planète, il y a forcément aussi du travail avec nos fournisseurs, avec d'autres partenaires où on va pouvoir réutiliser cette technologie, une partie de cette technologie pour aller aussi donner de l'information sur nos ingrédients et tout ça. Et c'est aussi l'engagement de Danone par rapport à cette transparence. Très bien. La partie coût, on a en 20 secondes. C'est vrai que là, on arrive à la fin. Il y a quelque chose à dire ou à la rigueur, c'est pas sur ces fondamentaux-là que pour l'instant vous travaillez. Je pense que la partie coût, de toute façon, elle va être extrêmement dépendante des réseaux logistiques, du nombre de partenaires et tout ça. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'engagement d'un business à vouloir aller jusqu'au bout. C'est un programme ambitieux, donc forcément, ça a un coût, mais ça a aussi une valeur derrière. Et cette transparence et tout ce qu'on peut apporter à nos consommateurs est les clés. Et on parle plus de valeur que de coût à ce moment-là. Et puis de la traçabilité, on peut l'imaginer faire qu'à la palette, et puis on peut leverager de la blockchain pour le faire. Si on fait des choix comme nous de descendre à un niveau plus fin, forcément, ça engendre des investissements qui sont supplémentaires. Tout dépend de la stratégie initiale qui est prise pour cette dynamique de traçabilité. Donc, c'est difficile de répondre à la question comme ça. Ok, très bien. Je vous remercie. On a épuisé le créneau. On n'a clairement pas épuisé les questions et j'encourage plutôt ceux qui les ont posées à utiliser les capacités de cette plateforme de mise en relation et événementielle pour notamment contacter Tilcal pour creuser ces types de sujets. Il me reste à vous remercier tous pour ce voyage où on a bien compris les enjeux, y compris techniques, même pour ceux qui ne sont pas forcément versés dans ces choses techniques comme moi. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Merci Maxime. Merci Maxime.